ne savez pas comment je suis émue aujourd'hui. Bien sûr, c'est une blague, parce qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais pas seulement une nouvelle vidéo, un nouveau type de vidéo sur la chaîne dont je n'ai pas arrêté de vous parler, que je n'ai pas arrêté de teaser, mais comme d'habitude, le temps que je me mette à faire les choses, voilà quoi, il y a un petit décalage. Donc, ce sont les chroniques revues spoiler, non spoiler, enfin non, non spoiler, spoiler, c'est mieux dans cet ordre-là. En gros, voilà, on va commencer les vidéos complètes sur des lectures. Donc je pense que quand on sera plutôt sur des séries, bon, quand la publication sera en cours, si jamais je fais ça avant qu'elle soit complète, ça sera sur le tome 1 puis sur le tome 2. Mais je vais essayer, quand il est question d'une saga, de faire ça une fois que tous les tomes sont sortis et du coup de faire par tome. Ça sera des vidéos très longues et rien que le script sera vraiment chiant à écrire. Mais voilà pour la petite explication du début. J'allais dire, vous vous demandez de quoi on va parler, mais non. Ça sera dans le titre, donc il faut que j'arrête de faire genre. Nous nous retrouvons donc pour faire la revue d'une de mes dernières lectures qui n'est autre que Ariane, écrit par Jennifer Saint et publié chez Sabran. Alors, petit disclaimer que je ferai à chaque début de vidéo de cette série. Bien sûr, cet avis n'engage que moi, c'est un avis complètement personnel, complètement subjectif, et donc je vous le dis maintenant, c'est une lecture que je n'ai pas appréciée, ça fait partie de celles que j'ai le moins aimées cette année d'ailleurs, mais je ne veux vraiment pas que ceux qui l'ont aimé le prennent à cœur. Ici, on n'est pas dans le jugement, je me doute bien que certaines des lectures que j'ai pu adorer, voire certains de mes livres préférés, ont pu ne pas du tout être appréciés par d'autres, et donc voilà. Aucune attaque, là ça ne sera que mon avis pour aider ceux qui se retrouvent dans mes impressions d'habitude et qui sont dans l'hésitation. Alors, Ariane, écrit par Jennifer Saint, est au prix de 26,90 € pour moins de 400 pages. Il est magnifique. Là, vous avez la version reliée. Est-ce qu'ils disent collector? Oui, vous avez l'édition collector. Avec un joli jaspage, de magnifiques pages de garde avec des dorures, c'est le mot que je cherchais. Et sous la jaquette, il ressemble à ceci. Et donc, rentrons dans le vif du sujet. Ariane, c'est une réécriture du mythe du Minotaure qui se veut féministe. Selon mon ressenti pendant la lecture de ce livre, le résumé ne reflète absolument pas, enfin le livre ne reflète absolument pas le résumé. Je vais donc commencer par vous le lire et vous dire ce qui, pour moi, ne reflète pas forcément la réalité. Donc ça commence par la citation « De tout temps, ce sont bien souvent les femmes qui payent le prix des crimes des dieux et des hommes. Le roi Minos règne d'une main de fer sur la Crète, terrorisant ses ennemis vaincus, ses sujets et sa propre famille. Lorsque la cité d'Athènes envoie 12... Je stoppe tout de suite, c'est pas 12, c'est 14. Voilà. De ses enfants en sacrifice au terrible Minotaure, la princesse Ariane se rebelle. Elle est déterminée à tracer son propre destin, quitte à renier sa famille et sa terre natale. Thésée, qui figure parmi les 12 otages, 14 du coup, lui fournit l'occasion de contrer et fuir la tyrannie de son père. La légende du labyrinthe s'enclenche. Tour à tour princesse, traîtresse, faiseuse de héros, Ariane connaît un parcours semé d'embûches mais aussi ponctué de fabuleuses rencontres. En ce temps-là, dieux et héros rôdaient sur terre en laissant les femmes dans l'ombre. Jennifer Saint met en lumière ces femmes très modernes. Donc, comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas 12 tribus, mais 14. Et on a l'impression que c'est l'arrivée de ces tribus qui pousse Ariane à vouloir se rebeller. Sauf que non, pour moi, c'est la présence du beau Thésée qui l'a motivée. Cette lecture, c'est un 2 sur 5. Déjà, le rythme de l'histoire, je trouve qu'il est très lent, surtout au début, même si on retrouve ça aussi au fur et à mesure de la lecture. On a un enchaînement de mythes dans notre grande histoire qui fait que ça repousse le moment où on va rentrer dans le vif du sujet, donc l'histoire du Minotaure, l'histoire du labyrinthe, l'histoire d'Ariane, et vraiment ça ralentit le tout. Même si forcément je ne vais pas nier le fait que ces différents petits récits se font bien dans l'histoire, voilà, les moments où ils sont choisis, bah, c'est le bon contexte. Et c'est justement avec cela qu'on apprend ce qui a pu être fait des dieux, des hommes envers les femmes. Mais encore une fois, pour moi, c'est pas la motivation première d'Ariane, c'est vraiment Thésée.
Et ce qui ne m'a pas plu également, c'est que on a deux points de vue, celui d'Ariane et également celui de Phèdre qui est sa petite sœur. Et j'ai d'ailleurs eu énormément de mal avec le personnage d'Ariane auquel je ne me suis pas attachée. Parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que pour moi il a suffi d'un regard avec Thésée pour que toutes les prises de décision d'Ariane se soient faites en fonction de lui. Ça rendait cette espèce de combat superficiel, en tout cas les raisons qui l'ont motivé, puisque ça partait beaucoup du physique du héros, qui rendait pour moi l'aspect féministe de cette histoire peu convaincant, puisque selon moi, elle a rien entrepris pour aider la position des femmes à s'élever dans cette société régie par les hommes et par les dieux. Oui, elle déplore tout ce qui a pu arriver et leur situation, mais c'est surtout des choses qui se passent dans sa tête. Ensuite, la première caractéristique à laquelle je pense quand me vient le nom d'Ariane, c'est niaise. Je l'ai trouvée vraiment niaise, ce qui a en quelque sorte accentué mon agacement, et elle avait justement certaines convictions qui étaient tellement appuyées sur du vide que j'ai vraiment pas réussi à l'apprécier, et que ceux qui me suivent, vous savez, je l'ai déjà dit, je suis un peu une éponge quand je lis, c'est-à-dire que quand il va se passer quelque chose, je vais le vivre à 1000%, je vais être hyper empathique, je suis très facilement en larmes quand il y a un moment émouvant, mais tout ce qui pouvait arriver au personnage de ce livre ne m'a absolument pas touchée, j'étais totalement spectatrice. Du côté de Phèdre, j'ai nourri beaucoup d'espoir en elle parce que tout de suite elle s'est dit comme étant l'opposé de sa sœur, puisque elle-même elle le qualifie sa sœur de niaise. Elle semble avoir un recul sur les hommes, un recul qu'Ariane du coup n'a pas forcément eu malgré ses pensées, et elle est donc déterminée à ne pas se faire avoir, sauf que son destin... Voilà quoi, ça va pas forcément nous montrer ça, et j'avais tellement d'espoir en elle que c'est vrai que ça m'a déçue, parce que je pensais que en ayant été témoin de certaines choses et avec cette méfiance qui l'habitait, c'est vrai que Phèdre semblait être le total opposé de notre autre protagoniste. Et malgré nos différents éléments, la prise de conscience de certaines actions, de certains événements, de la cruauté des dieux tels que Poséidon, sans oublier le grand Zeus forcément. J'ai envie de vous dire que lui on le connaît, c'est un petit peu le personnage central quand il est question de cruauté faite aux humains, surtout de type féminin. Et bien la conclusion de mon avis, sans rentrer dans les détails de l'histoire, puisque il y a des éléments auxquels je pense qui ne sont pas expliqués dans le résumé, donc je ne vais pas appuyer là-dessus, je ne vais pas en parler, ça sera dans la partie spoiler qui arrive dès que j'ai terminé cette conclusion. J'ai été déçue parce qu'à chaque fois que j'ai eu un espoir, à chaque fois qu'il y avait peut-être une ouverture, une occasion de faire quelque chose, eh bien cet espoir a volé en éclats. J'ai trouvé qu'ici, les femmes n'ont fait que prendre des décisions en fonction des personnages masculins, et surtout pour leur satisfaction. Et pour parler de la fin, sans vraiment parler de la fin, puisque vraiment le but de cette première partie dans la vidéo, c'est pas du tout de vous spoiler, eh bien l'enchaînement m'a laissé vivre tout ça de l'extérieur encore une fois. Ça a plus renforcé ma déception qu'autre chose, puisque s'il y avait vraiment un moment pour marquer les esprits, c'était là. J'ai trouvé que ça avait aucun sens et j'ai pas compris le but au final. Donc voilà, c'est un 2 sur 5 et je ne pense pas lire d'autres livres de l'autrice. Nous allons donc commencer la partie spoil. Si jamais vous n'avez pas lu Ariane et que vous souhaitez le faire, n'hésitez pas à le faire et à revenir. Et ceux pour qui ça a été le cas, si vous voulez, on peut discuter en commentaire des points que je vais relever ici. Un point que j'ai trouvé vraiment dommage, puisque c'est une réécriture qui se veut féministe, c'est d'avoir laissé les mythes tels quels, entre guillemets, c'est de ne pas avoir profité de cette occasion pour en faire justement un acte qui était là pour aider la femme, même si c'est pas forcément la bonne manière. Et là je parle du mythe de Méduse. Alors petit rappel, et d'ailleurs c'est ce qui est écrit dans le livre, Méduse a été punie après avoir été violée par Poséidon dans le temple d'Athéna. Athéna l'a donc transformée en gorgone, changeant sa magnifique chevelure en serpent et faisant que si on croise le regard de Méduse, on se pétrifie. J'ai trouvé ça super dommage qu'on garde cette version pour une réécriture féministe, puisqu'il me semble avoir déjà vu d'autres versions où justement Athéna avait fait le choix de transformer Méduse en gorgone afin que dans le futur elle puisse se protéger de la cruauté du vice de l'homme, puisqu'hormis Poséidon, Méduse était extrêmement, comment dire, désirée par la gente masculine. Donc je me suis dit à ce moment-là,
C'est dommage d'avoir fait cette version où Athéna décide d'être aussi cruelle avec la victime plutôt que de punir le tortionnaire. Et ça se répète dans la suite avec les actes d'Héra. Bon, vu ce qu'a fait Héra dans la mythologie, difficile d'en faire une autre version, mais ça aurait quand même pu être une idée. Je trouve ça dommage de ne pas avoir fait en sorte que les actes perpétués par les déesses n'aient pas été à contre-courant de ceux perpétués par les dieux. Donc ça, c'est un point qui était important pour moi de relever dans la partie spoil. Ensuite, Ariane. Pourquoi je lui en veux autant? Enfin, je lui en veux, ce sont de grands mots. C'est par rapport au moment de la rencontre avec Thésée. J'ai vraiment été déçue que, bon, déjà il a suffi d'un regard, oui, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Bon, déjà elle le voit une fois, elle décide de le libérer de sa prison, tout ça, mais elle a une conversation avec lui, ça y est, ils vont se marier, elle va partir vivre avec lui à Athènes, c'est le monde des bisounours. Je me suis dit, même si on connaît l'histoire, si on lit le mythe, on sait qu'il va la trahir, mais je me suis dit, pourquoi tu pars de ce principe, pourquoi tu le crois? Parce que l'acte est juste de libérer tous ces enfants qui sont innocents du joug de son père Minos. On est d'accord. Mais déjà, je suis déçue dans un premier temps que ça ait été fait simplement parce que lui faisait partie des tribus. Parce que rappel, avant ça, je crois que c'est la 3e année que ça se passe. Donc il y a déjà eu 28 innocents morts pour la gloire de Minos. Et c'est seulement quand l'un d'eux lui plaît que là, elle se décide. Et j'aurais aimé que, malgré le fait que, ok, ça peut être une motivation pour elle, eh bien, elle l'ait fait avec un certain recul et en partant pas du principe qu'il allait tout faire pour l'aider, enfin qu'en gros ça allait être le sauveur. En se disant peut-être je fais ça, lui en échange m'aide à partir, mais après je trouve une solution pour mener ma vie et pas partir du principe que ça y est, elle allait devenir la femme du grand Thésée et qu'ils allaient vivre heureux et avoir plein de petits-enfants, bref. C'est vrai que ça m'a vraiment fatiguée, sachant que Thésée, ça se voyait que c'était un petit... j'allais dire une grossièreté, que c'était un imbécile, ça se voyait qu'il allait lui mettre à l'envers, et c'est ça que je regrette d'autant plus, c'est que c'est un personnage exécrable, et quand je dis exécrable, ça reste gentil. Voilà, vous verrez dans la suite de cette partie spoil, je vais revenir sur d'autres points. Ensuite, on arrive au moment de la fameuse trahison, au moment où forcément Thésée a réussi à éliminer le Minotaure et la fuite. Alors déjà, ça m'a énervée quand il a trompé Phèdre, donc quand il lui a indiqué le chemin la veille où se retrouver. En fait, je me suis dit, à aucun moment Ariane ne remet en question ce qu'il dit. Et ça m'a tellement frustrée encore une fois, à aucun moment elle se dit qu'il a fait exprès d'éloigner sa sœur parce que elle-même, la soirée où ils ont parlé tout ça, elle a vu à quel point Phèdre était attentive aux instructions de Thésée sur l'endroit où il faudrait se rendre afin de s'échapper. Sauf que tout de suite elle le croit quand il lui dit non mais elle a dû se tromper, tout ça, enfin vraiment ça m'a tellement saoulée, oh là là. Ensuite, la fameuse île où il la laisse, où il l'abandonne, quand elle se réveille, j'étais outrée. La première pensée qu'elle a eue, et là je vous dis, il y a des gens qui voient toujours la bonté chez les autres, donc ça pourrait s'expliquer. Mais là on parle d'Ariane qui a elle-même beaucoup cogité sur la position de la femme et le fait que les hommes se servent toujours d'elle dans leurs desseins. C'est pour ça que j'ai été déçue que la première chose qu'elle se dise, c'est pas « il me l'a mise à l'envers », c'est « ah non, il a dû m'oublier ». Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est tout de suite le déni. Et même, j'ai pas hyper accroché à sa personnalité. Là, c'est un passage qui me revient. Le passage où elle arrive presque à la fin de ses vivres, qu'elle a plus d'eau et qu'elle se met à crier, à tout balancer dans tous les sens. Je me suis dit, mais arrête de crier, t'as déjà plus d'eau, ça va te donner soif. Mais vraiment, à ce moment-là, je me suis dit ça. Et ça fait partie des points qui font que j'ai pas hyper accroché à sa personnalité. J'ai trouvé qu'il y avait toujours une latence chez elle dans sa réflexion, surtout qu'on nous présente dans le résumé une jeune femme qui rêve de rébellion, qui rêve de renverser les choses, en tout cas de commencer à instaurer un changement. Et j'ai pas vu ça à aucun moment. Ensuite, revenons un petit peu sur Phèdre. Forcément, j'ai été outrée quand on a appris qu'elle avait été promise à Thésée. Alors là... Oh,
j'avais encore plus envie de le frapper. Non mais vraiment, le personnage de Thésée, c'est un truc de malade. Mais par contre, j'ai vraiment adoré le fait que elle ne soit pas restée sur la belle image qu'elle avait de lui lorsqu'elle était pré-ado. Je crois qu'elle avait 13 ans, 11 ans, quelque chose comme ça, 13 il me semble. La première fois qu'elle a vu Thésée, elle aussi, elle était en admiration devant lui. Pas autant en pamoison que sa sœur, mais limite. Mais cette fois-ci, elle a un recul parce que Thésée, il est vivant, ok, il est rentré chez lui, mais où est sa sœur? Et justement, le fait qu'il annonce la mort de celle-ci, mais que la situation soit assez trouble, j'ai beaucoup apprécié le fait que elle, tout de suite, elle annonce: je ne suis pas comme ma sœur, je me méfie de lui, je vais me marier avec lui, mais je vais rester sur mes gardes et analyser tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit pour pouvoir découvrir ce qui lui est arrivé. Et ça m'a vraiment donné l'espoir qu'elle soit très intéressante et je trouvais qu'elle avait cette flamme qui manquait chez Ariane pour justement changer les choses. Mais revenons à Ariane et donc à Dionysos. Voilà, Dionysos, c'est le propriétaire de la fameuse île où elle a été abandonnée. Ils se rencontrent et on peut commencer à avoir un espoir également de ce côté-ci puisque il semble totalement différent des autres dieux de l'Olympe étant donné que lui à la base il était censé être un demi-dieu. Mais si jamais vous connaissez l'histoire de Dionysos, il a été élevé dans la cuisse de Zeus, tout ça, ce qui l'a rendu divin au final. Et j'ai beaucoup aimé le fait que même si je me méfiais étant donné la lecture, voilà, j'avais quelques réserves, mais il n'était pas sans dénoncer justement, sans être conscient des actes de la cruauté des divinités dont il a été lui-même victime et de sa façon de mener une vie plus simple qu'eux, d'au final plus se retrouver chez les humains que chez ses semblables. Je trouvais ça assez beau la façon dont il en parlait parce que ça, je peux pas nier le fait que la plume est assez belle. Hein. Mais tous ces points-là font qu'au final, voilà, j'ai pas passé un super moment de lecture. Mais son discours était assez convaincant. Et donc, avec Ariane, ils se sont de plus en plus rapprochés. Surtout qu'au final, elle s'est retrouvée dans son discours. À savoir que d'ailleurs, Dionysos, quand il a commencé un petit peu à étendre... comment dire, son culte, voilà, étendre son culte, les adeptes qu'il visait, ce sont les femmes. Et donc forcément, Ariane a totalement été réceptive à son discours. Et malgré le fait qu'en avançant dans l'histoire, il y a certaines choses qui deviennent un petit peu bizarres chez Dionysos, eh bien, elle a totalement préféré avoir des œillères et se contenter de sa situation. Et revenons sur Phèdre, Phèdre qui ensuite a eu des enfants de Thésée, d'ailleurs des enfants dont elle n'a pas du tout ressenti d'affection puisque en eux elle voyait Thésée, étant donné que au fur et à mesure de l'analyse qu'elle a faite de Thésée, elle a appris de nouvelles choses et son dégoût pour lui, son aversion n'a fait que croître et en ses enfants elle voyait Thésée. Donc le personnage de Phèdre a une approche intéressante de la maternité, ça change et c'est d'ailleurs une approche totalement contraire d'Ariane qui elle est dévouée à ses enfants et elle finit d'ailleurs par découvrir ce qui est arrivé à Ariane et aller la voir. Pourquoi? Parce que en écoutant les histoires qui se racontent sur Thésée, elle a appris qu'il s'était rendu chez les Amazones après avoir entendu l'existence d'un trésor, tout ça, mais qu'il avait fait un acte ignoble. Il a violé leur reine, je sais plus si on dit que c'est une reine, mais en tout cas c'est ce qu'il a fait. Elle a mis au monde Hippolyte qui est donc leur fils et qui s'est récemment rendu à Athènes afin de demander l'asile étant donné que les Amazones vivent entre femmes et que malgré le fait qu'elles aient élevé Hippolyte, qu'elles l'aient accepté quelque part lorsqu'il était enfant, une fois qu'il était adulte, un homme chez les Amazones, bon, il a été encouragé à aller rencontrer son père puisque pour elle c'était un petit peu la moindre des choses vu ce qu'il a fait. Qui a donc fait que Phèdre s'est rendu chez Ariane parce que Ariane et Dionysos, avec le culte de ce dernier, leur terre, c'est un petit peu devenu la terre de refuge pour toutes les femmes qui ont vécu des injustices, tout ça. Et justement l'idée de Phèdre, c'était de demander asile à sa sœur étant donné qu'elle est tombée amoureuse de son beau-fils d'Hippolyte et qu'elle est quasi persuadée que ses sentiments sont forcément partagés. Et c'est là que j'ai été déçue de la façon de parler, de la réflexion de Phèdre et surprise dans le bon sens de cette Ariane qui lui a dit qu'il faudrait qu'elle se mette à la place d'Hippolyte, qui s'entend justement bien avec son père, qu'il avait peut-être aucun sentiment pour elle, qu'elle se faisait peut-être des idées, sauf que Phèdre était tellement condescendante et sûre d'elle, vraiment à partir du principe que c'était pas possible que la grande Phèdre ne plaise pas à Hippolyte, que ses réactions, voilà, sa façon de s'isoler, d'essayer un petit peu de l'esquiver, c'était forcément dû
à une sorte de peur, de gêne par rapport à la situation, mais que c'était pas du tout dû au fait que lui ne partageait pas ses sentiments. Et c'était vraiment agaçant de la voir comprendre tout de travers, parce que même quand Hippolyte a expliqué qu'il voulait vénérer Athéna ou Artémis, à chaque fois je confonds un petit peu les deux dans ma tête, l'une des deux en tout cas, qui voulait rester vierge, elle, la façon dont elle a compris ça, c'est qu'il avait décidé de faire vœu de chasteté parce que la seule femme qui pouvait lui plaire n'était pas disponible étant donné qu'elle était avec son père. Et j'ai été déçue de cette façon de réfléchir. Et justement, Ariane n'a pas arrêté de la mettre en garde, de lui dire que c'était une situation pas normale. Et comment Phèdre a voulu riposter en lui balançant tout ce qui se disait sur Dionysos, que justement il faisait pas des trucs très nets et que de toute façon elle avait aucun regret par rapport à son refus, étant donné qu'elle ne voulait absolument pas être assimilée à ce qui se passait ici. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu le moment qui a commencé à faire émerger certaines idées chez Ariane, mais pour revenir à Phèdre, elle rentre chez elle après s'être disputée avec sa sœur. Sa sœur la suit peu de temps après pour pouvoir lui parler, pour essayer encore une fois de l'empêcher d'avouer ses sentiments à Hippolyte. Sauf qu'elle est déterminée, elle le fait, et là, Hippolyte la rejette et éprouve même une certaine forme de dégoût étant donné que lui, il voit Phèdre comme sa mère. En tout cas, c'est sa belle-mère. D'ailleurs, quand il rencontre Ariane, il lui dit « Ah, donc vous êtes ma tante !» Donc voilà. Tout de suite, elle panique. Elle se dit qu'il ne gardera pas ça pour lui, qu'elle va forcément se faire prendre. Il faut qu'elle fasse quelque chose. Et je pense que, en étant acculée sur le moment, eh bien, elle décide de laisser un mot qui pour elle sonnerait comme une explication. Sauf que forcément, il a été mal interprété. Elle écrit sur un bout de papier le nom d'Hippolyte et elle se donne la mort. Sauf que forcément, quand Thésée arrive et qu'il découvre ça, quelle est la première chose à laquelle il pense? Bah quelque chose que lui-même aurait fait. Toute la partie Phèdre-Hippolyte, c'est le seul moment où j'ai vraiment apprécié Ariane, puisque Ariane tout de suite lui a dit que elle n'avait aucune conviction, puisqu'au final elle n'était pas là, mais qu'elle avait le sentiment que ce qui s'était réellement passé, donc elle lui dit, elle ressentait vraiment quelque chose de fort pour Hippolyte, elle lui avait dit qu'elle voulait lui avouer et elle a sûrement été rejetée. Sauf que forcément Thésée n'y croit pas du tout et ce qui se passe c'est que Thésée donne la mort à son fils. En plus, le personnage d'Hippolyte faisait partie des rares personnages masculins qui était intéressant puisqu'il a été élevé au milieu de femmes, de figures féminines et il n'a donc aucun vice. Même là j'ai été blasée, en fait c'est un enchaînement d'événements qui m'ont déçue. Et du coup, pour vous dire les derniers éléments qui ne m'ont pas plu, bon, Ariane, en rentrant chez elle, elle a forcément fini par enquêter sur les actes que pouvait perpétuer Dionysos pour avoir une réputation si bizarre, sans oublier que Dionysos, en plus, il avait une espèce d'obsession autour de l'un de ses frères, qui n'est autre que Persée, celui qui a le visage de Méduse sur son bouclier, et le fait que Persée ne veut absolument pas qu'il y ait dans son royaume le culte de Dionysos. Voilà. La principale divinité qui est vénérée chez lui, c'est celle d'Héra. Et donc elle découvre ce que Dionysos fait. Alors moi je vous avoue que je pensais qu'il y avait une espèce de perversion sexuelle derrière tout ce qui pouvait se cacher dans les actes de Dionysos. Sauf que c'est autre chose et c'est quand même révoltant, surtout par rapport à ce qui s'est passé à la fin. Donc je vais vous dire en quoi la fin m'a vraiment achevé en fait. Donc rappel, vu qu'on est dans la partie spoil, je peux me permettre de le préciser. Ce que Dionysos fait, c'est que il torture, c'est de la torture, des bébés animaux et il les ramène à la vie. Et ce qu'il fait, c'est qu'il promet à ses adeptes qui ont pu vivre des traumatismes qui se rapportent à des actes comme ça, puisque on a le témoignage d'une des jeunes femmes qui explique qu'elle a perdu son bébé qui a été tué puisque c'était une fille et non un garçon, alors que son mari souhaitait un garçon. Chose horrible. Et voilà, Dionysos joue là-dessus, joue avec l'espoir. Et ce qui se passe à la fin, c'est qu'on a une confrontation avec Persée qui, après Hippolyte, même si Hippolyte vraiment on l'a même à peine entendu parler, malgré son application douteuse avec Méduse, vu que c'est quand même ignoble le fait que sa tête se retrouve maintenant sur son bouclier, eh bien il semblait être le plus sensé de cette histoire, mais vraiment. C'est-à-dire qu'on comprend très vite que Persée a pris le parti de faire en sorte que ce soit Héra qui soit vénérée chez lui, parce que, même si je conçois pas ses raisons, mais on peut comprendre la crainte qu'il a quelque part. Il ne fait pas partie de l'Olympe
comme Dionysos, il n'a pas ses pouvoirs, il ne peut pas avoir accès à cette défense et donc il a décidé un petit peu de se taire, de s'adapter à elle pour qu'elle l'oublie, pour passer un petit peu inaperçu. Et j'ai vraiment compris cette position et même sa façon de s'exprimer, il avait l'air très réfléchi. Et même Ariane avait l'air d'avoir compris cette sorte de positionnement de notre personnage. Et j'ai été super déçue que Dionysos tourne mal comme ça parce qu'en plus, tout ce qu'il a dit, il a retourné sa veste puisqu'il fait maintenant l'exact contraire et il est devenu comme les divinités qu'il prenait de haut à l'époque. Et d'ailleurs quand Ariane lui reproche, il lui dit maintenant je ne peux plus me contenter juste de toi et de nos enfants. Alors que à l'époque il disait tout le contraire, que justement mener cette vie, même si c'était pour une courte durée étant donné que ils sont pas éternels, et c'est ce qui lui suffisait, c'est ce dont il avait besoin. Et comment il m'a énervée. Et donc autre acte qui m'a encore plus énervée, dans sa soif d'être adulé, et malgré le fait qu'ici il soit pas le bienvenu, il a voulu insister, je pense que c'est une grosse part de fierté. Il pouvait pas accepter le fait que Persée ne voulait pas se soumettre. Il s'est donc attaqué aux femmes de son royaume. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué tous leurs nouveau-nés. Alors à la base, elles ont toutes sacrifié leur enfant sous le pouvoir de Dionysos, hein. C'est pas un acte qu'elles auraient fait d'elles-mêmes. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de les ramener à la vie, ça n'a pas fonctionné. Et moi je pense que l'explication derrière ça, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que ce soit des personnes qui le prient, qui fassent partie de son culte, qui croient en lui. Pas quelque chose qui a été fait sous la contrainte. D'où le fait que ça n'ait pas fonctionné. Et forcément, qu'est-ce que ça va entraîner? Une guerre qu'Ariane voulait empêcher, qu'elle lui a fait promettre d'arranger, puisque première chose qu'on va faire, forcément, quels vont être les premiers actes de Persée? Il a tué leurs enfants, c'est de faire la même chose en échange. Donc voilà, elle a voulu faire en sorte qu'il arrange les choses. Dionysos, vraiment, personnage bancal, vraiment, vraiment, vraiment. Et j'ai pas compris, on arrive donc à la fin. Ariane, qui va voir Persée, donc je pensais que son objectif c'était de lui parler, elle se rend compte qu'il est manipulé par Héra à ce moment-là, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde son bouclier. Alors qu'elle-même, elle sait ce qui va se passer si elle le regarde, elle regarde dans les yeux de Méduse sur le bouclier et elle se retrouve morte, pétrifiée. Et la fin c'est ça. Et je me suis dit, mais elle a rien fait. Vraiment, elle a rien fait. Je pensais que dans un acte de fin, parce que bon, voilà, pour moi ça allait peut-être mener à son décès, elle allait faire quelque chose. Sauf que le seul truc qu'elle a fait, c'est qu'elle est devenue une constellation, puisque Dionysos l'a envoyée dans le ciel, mais même à la fin, même la fin, j'y crois pas. Alors oui, c'était bien d'avoir dit à Dionysos, après ça, tu laisseras nos enfants tranquilles et l'île aux femmes, puisque tu les as trahis. Alors oui, je suis totalement d'accord. Mais hormis ça, du début à la fin, ça n'a pas été ça pour moi. Et voilà, ce sont tous les passages qui ont fait que je n'ai pas aimé Ariane. En plus, sachant qu'il coûte 27 € alors que 27 € en principe c'est les livres qui s'approchent plus des 600 pages. Pour moi, il est très beau, mais c'est tout. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous l'avez pas lu, ce que vous en pensez, si vous pensez le faire, s'il y a certains points qui vous ont aussi fait tiquer, que vous avez également relevé. Je me suis justement fait une liste avec les gros points qui m'ont parfois donné envie d'arrêter, mais je m'étais dit bon, c'est un one shot, c'est moins de 400 pages, je vais tenir jusqu'au bout, je vais finir. Et puis j'avoue que avec l'argent qui a été dépensé, c'était le mieux à faire. Et que je préfère pouvoir parler d'un livre en tout état de cause en ayant lu l'intégralité. Donc voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Alors c'est une première vidéo test de cette série. Il y a de fortes chances qu'à l'avenir ça évolue. Ça sera peut-être même un petit peu mieux hiérarchisé, un petit peu mieux organisé. On verra tout ça. Voilà, je suis curieuse de voir votre impression là-dessus. Il y en aura d'autres avec des lectures que j'ai appréciées. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!